Bonjour Philippe, Bonjour, bienvenue sur le podcast. merci beaucoup. Je vais vous présenter rapidement par quelques titres et, et labels. Alors vous êtes vice-président du PLR, conseiller national, président de l'USPI Suisse, c'est l'Union Suisse des... Professionnel de l'immobilier. Voilà, c'est ça. Et l'UVAM, l'Union des... Valaisanne des arts et métiers, mais Voilà. c'est fini, je ne le suis plus. Je l'ai Ah été d'accord, pendant, bon, pendant 4 ans. ok. Et j'ai aussi une petite note qui dit là que vous êtes un ardent défenseur de la responsabilité individuelle et du capitalisme. Entre autres, Ok, très bien. Euh, du coup, on vous invite ici parce qu'on a un peu entendu parler de vous dernièrement via un épisode qu'on a fait avec Monsieur Laurent Guidetti, qui vous a mentionné. Donc à l'époque, on parlait lors de cet épisode, on parlait de collapsologie, donc fin de la civilisation, beaucoup de problématiques environnementales, et vous avez été mentionné à cette occasion. Et si ça vous ennuie pas, on va peut-être vous laisser écouter un petit passage de cet épisode et vous laisser réagir. Merci. Alors, on va déverrouiller ça. Voilà, je vous laisse appuyer sur play. Alors, responsabilité, les partis de droite dans ce pays et partout, quoi, nous vendent le culte du libéralisme économique parce qu'il s'accompagne de responsabilité. Mon cul. Ça, c'est un des pires mensonges du néolibéralisme. Et les partis de droite, hein, je vous écoutez Nantermo, vice-président du PLR, il n'arrête pas de dire ça, quoi. Mais quel menteur. Ça, c'est un mensonge éhonté que de dire systématiquement, ah non, la liberté, elle n'est pas distincte de la responsabilité. Responsabilité de quoi? Qui est responsable aujourd'hui quand on va aux Maldives alors qu'on sait ce que c'est que d'aller aux Maldives? Cette responsabilité. Voilà, c'est la fin, je crois qu'on peut l'arrêter. ouais, ouais. Je sais qu'il parle de moi à peu près pendant toute l'émission. C'est- Vous l'avez marqué. Ouais, Alors ouais, je justement, l'obsède. alors l'épisode avec Laurent, c'était un épisode qui était assez un peu déprimant, un peu catastrophiste, Ouais. parce que la conclusion c'était un peu qu'on va dans le mur et qu'il n'y a Plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez une autre vision Oui. de la chose. Euh, Vous savez, ces visions du monde, de fin du monde, c'est quelque chose que l'humanité a longtemps connu. Enfin, je ne suis pas historien, mais il me semble que au tournant de l'an 1000, il y avait déjà des sectes qui existaient un peu partout en Europe et qui pensaient que le passage de 999 à 1000 allait aboutir sur la fin des temps. Et on a connu ça aussi avec le passage à l'an 2000. On se souvient du bug de l'an 2000. Aujourd'hui, les collapsologues nous ressortent ce jeu sur le thème du réchauffement climatique. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'enjeu lié au réchauffement climatique, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de grands défis pour l'humanité. Au contraire, on doit les prendre en main. Mais ce que je regrette dans l'approche qu'ils ont, c'est qu'ils ne voient que les défauts de la société dans laquelle on vit, qu'ils ne voient que les catastrophes qui pourraient naître de notre système économique. Je ne parle pas du système économique de 2023 ou 2022, je ne parle pas de l'état du monde aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et le lendemain de la pandémie de Covid. C'est vrai qu'on est dans une période un peu particulière de crise depuis quelques mois, depuis quelques années. Mais si on prend le système économique global que l'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement depuis la chute du mur, eh bien les avantages de ce système, si on fait le bilan de tout ce que le système a apporté à l'humanité, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, eh bien, on voit que d'une part, le bilan est très positif, et d'autre part, l'humanité a montré sa capacité de résilience et sa capacité d'anticiper les problèmes et d'apporter des solutions. Et quand j'entends que le libéralisme, d'abord il parle du néolibéralisme, je ne sais pas à quoi il fait référence, parce que le néolibéralisme c'est un petit peu la tarte à la crème des gens de gauche. On ne sait pas trop ce qu'on y met. Historiquement, le néolibéralisme, c'était porté par des économistes qui voulaient justement une réforme de la vision libérale classique en y introduisant plus d'intervention publique. Donc ça va à l'encontre de ce qu'ils disent. Si le néolibéralisme, c'est une espèce de capitalisme exacerbé sans État,
Alors, c'est pas ce que je défends, c'est pas ce que le PLR ou la droite en Europe défend. En fait, il n'y a pas grand monde qui défend ça aujourd'hui. Ce que nous défendons, c'est une société dans laquelle on fait primer, c'est vrai, l'individu sur le collectif, où on fait primer la liberté sur l'égalité, où on donne la possibilité aux gens de choisir son destin, et où l'État doit intervenir, mais toujours de manière subsidiaire. Là où il n'y a pas de nécessité d'intervention, on doit y renoncer. Et donc, où est-ce que vous pensez, vous, que le monde va? Donc là, on a la vision catastrophiste dit on est dans un régime de réchauffement climatique qui s'accélère, on émet trop de CO2 par rapport à ce qu'on devrait, et on n'en finit pas de ne pas s'arrêter, et ça va pas. Et que du coup, on va avoir des catastrophes, réchauffement climatique, sécheresse, migration, etc. Comment est-ce que vous voyez le futur du monde? Bon, alors c'est vrai qu'on émet trop de CO2. D'ailleurs, l'humanité n'est pas restée les bras croisés face à ça, hein. Alors, il y a les COP, mais ça fait des années que les États se réunissent et adoptent des programmes pour donner des réponses. C'est faux de prétendre que rien n'est fait. Au contraire, ça fait des décennies que la plupart des pays, par exemple de l'OCDE, ont réussi à découpler leur croissance économique d'une part et les émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas quasiment de tous les pays européens où vous avez chaque année une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays concernés, malgré une augmentation du PIB. Alors certains diront oui, mais c'est que les émissions internes, ça n'inclut pas les émissions importées. C'est faux. La plupart des pays connaissent cette voie-là, y compris en incluant les émissions importées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les accords internationaux ne parlent jamais que des émissions pays par pays, pour une raison simple, c'est que nous n'avons la maîtrise législative que sur notre territoire. Nous ne pouvons pas décider de ce qui se fait, ne serait-ce qu'en France, puisqu'il y a un principe de souveraineté auquel on tient quand même tous. C'est une des bases de la démocratie. L'inverse reviendrait à une forme de colonialisme que personne ne veut. Et donc, il y a des progrès qui sont faits, des progrès importants. Alors, ils sont insuffisants encore aujourd'hui, puisque l'objectif, c'est qu'en 2050, on atteigne le zéro net d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, on l'a pas atteint sur les 2 dernières années, ni sur les 5 dernières années. On n'est pas encore sur la courbe pour y parvenir. Mais je suis persuadé que quand on voit les annonces qui sont faites, et c'est plus que des annonces, hein, c'est des budgets par les Nord-Américains, par les Européens, par les Japonais. Quand on voit les lois que l'on a fait, par exemple, au Parlement fédéral au mois de septembre pour la création, par exemple, de parcs solaires dans les Alpes, on a voté des budgets en milliards de francs pour renouveler les systèmes de chauffage en Suisse. Quand on sait que d'ici une quinzaine d'années, les voitures thermiques seront interdites sur notre continent. Enfin, si vous prenez toutes ces mesures l'une à côté de l'autre, eh bien, je suis persuadé que nous parviendrons à résoudre ce défi, comme on a résolu, par exemple, celui du trou dans la couche d'ozone. Mais il faut regarder tous les autres défis que l'on a résolus. Mais est-ce que les voitures thermiques seront interdites ou on ne pourra plus les produire? On ne pourra plus les produire. Ah, ok. On va pas. Il faut quand même on peut toujours avoir une logique extrémiste. Il faut être conscient que si vous interdisez un bien qui existe sur le marché du jour au lendemain, vous privez en fait les gens les plus faibles de leur moyen de subsistance souvent. Et qui ont payé pour. Et si tout d'un coup il n'a plus de valeur. Mais on sait qu'un véhicule aujourd'hui se renouvelle tous les 4 ou 5 ans. Ouais. Ça signifie en fait qu'à l'horizon 2050, il n'y aura quasiment plus de voitures thermiques sur le marché. Et c'est alors, ça crée d'autres problèmes, hein, des questions de matériaux, des questions d'extraction des matériaux, mais ça crée aussi des problèmes de production d'électricité. Mais sur la question, à proprement parler d'émissions de CO2, c'est probablement, en tout cas, une première piste de solution. J'aimerais peut-être vous proposer un petit exercice. En anglais, il y a ce concept de Stillman, Strawman. Est-ce que ça vous parle? Strawman, c'est l'homme de paille. Stillman, l'homme d'acier, ça veut dire quand on strawman quelqu'un, c'est qu'on prend son argument le plus faible pour présenter sa position, alors que pour décrire sa position, et Stillman, c'est l'inverse. Donc, est-ce que vous pourriez, utiliser, présenter, stillmaniser les arguments, la position des alarmistes. Alors eux, ils se considèrent comme réalistes sans doute par rapport à la situation, mais est-ce que vous pouvez, entre guillemets, valoriser certaines de leurs... C'est quoi leur meilleur argument, à votre sens?
Leur meilleur argument, je pense que c'est le fait que le réchauffement climatique a des conséquences qui sont difficilement quantifiables dans les pays du tiers-monde. Enfin, ce qu'on appelait les pays du tiers-monde. Maintenant, on est sorti quand même de ce paradigme tiers-monde et monde développé. C'est un peu plus complexe que ça. Mais je pense qu'en effet, on peut s'inquiéter à court terme, en tout cas, des sécheresses qui sont provoquées par le réchauffement climatique. Je suis très préoccupé du fait, par exemple, que pour la première fois depuis un siècle, ou quelque chose comme ça, la faim dans le monde progresse depuis 2015, alors qu'on produit largement assez de calories pour nourrir toute l'humanité. Et on pourrait même aller bien au-delà des 8 milliards d'habitants de la planète. Et je pense que de ce point de vue-là, ils posent en tout cas les bonnes questions. Je pense que leurs préoccupations sont tout à fait légitimes. Leur faiblesse, c'est les réponses qu'ils apportent. Okay. Parce que les solutions que les collapsologues apportent, c'est finalement une solution de retour en arrière. De dire finalement, c'était mieux il y a 30 ans, c'était mieux il y a 40 ans. Ils vantent un âge d'or qui n'a jamais existé. L'air était largement plus pollué, irrespirable au temps de l'époque pré-industrielle qu'aujourd'hui. Les eaux étaient plus polluées avant. Il faut avoir en tête que si on a régressé, alors probablement sous l'angle du réchauffement climatique, on a progressé dans énormément d'autres domaines environnementaux. Les forêts se portent extrêmement bien aujourd'hui en Europe, ce n'est pas le cas sur toute la planète, mais il y a des régions dans le monde où les forêts se portent aussi bien qu'en Europe. Les mesures qui ont été prises pour lutter contre les produits toxiques dans la nature sont extrêmement positives et on va de manière générale dans le bon sens. Et si on prend les facteurs de développement humain, et je ne vous parle pas de développement économique, je pense que le développement économique est la cause de tout cela. Mais le développement humain, c'est fantastique. On n'a jamais eu dans l'humanité, à ma connaissance, une part aussi faible de la population mondiale qui était sous-alimentée, qui n'avait pas accès à l'eau potable, qui n'avait pas accès à l'éducation, qui était en situation d'extrême pauvreté. C'est quand même des progrès extraordinaires d'un point de vue social, d'un point de vue de l'humanité. Et revenir en arrière, purement et simplement, c'est renoncer à cela. Vous savez, les 10 dernières années, j'aime encore juste revenir là-dessus, parce qu'on nous parle souvent de la croissance comme étant l'ennemi de la planète. Si on prend simplement la Suisse, les 10 dernières années, la croissance économique n'a pas servi à acheter des âneries en plastique sur Coca. Et j'aime bien Coca. Mais les 10 dernières années, la croissance économique a été intégralement consacrée à notre système de santé, parce qu'on a un système de santé toujours plus performant, on soigne les gens mieux, plus âgés, et plus jeunes aussi. On a des systèmes de médicaments très onéreux pour des maladies rares, pour lutter par exemple contre la mucoviscidose. On met des centaines de milliers de francs là-dedans par enfant, par traitement. On a mis ça là-dedans, et pour notre système de retraite. Donc la croissance économique sert en réalité, et cela depuis des décennies, aux fondamentaux du tissu social suisse. Et si on parle de l'horizon 2050 et du fait qu'on va arriver au net zéro, est-ce que les Suisses vont devoir faire des sacrifices sur leur mode de vie ? Par exemple, qu'est-ce qu'on dit à la famille qui va en vacances aux Maldives ? Est-ce qu'ils pourront continuer à le faire ? C'est une excellente question. Et honnêtement, je n'ai pas de réponse comme ça. Je pense qu'à un moment ou à un autre, le marché va devoir offrir des alternatives à l'avion comme on le connaît aujourd'hui, parce qu'on va devoir inclure dans le prix du billet d'avion, alors M. Guidetti en parle en se moquant de l'intégration des externalités dans le prix, mais contrairement à ces moqueries, je pense que c'est une réponse qui est indispensable et qui permet justement de donner le juste prix aux objets. C'est-à-dire qu'il faut que le billet d'avion reflète le coût pour l'environnement qu'il inclut. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, les compagnies aériennes ont compris qu'elles allaient vers cela, c'est pas pour rien que les compagnies aériennes investissent maintenant des milliards de francs pour développer ce qu'on appelle les e-carburants, enfin ces carburants qui sont produits à base de produits renouvelables, donc qui permettent de limiter, voire d'annihiler complètement leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a deux options, soit on parvient à avoir des vols qui
qui atteignent le zéro net, soit on ne parvient pas et ce sera taxé pour compenser intégralement les émissions, par exemple en aspirant le carbone. Bon, je ne suis pas technicien, mais j'imagine que ce sera possible. Une chose est sûre, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que le carburant intègre ses coûts, donc soit d'une manière ou d'une autre taxé comme on l'avait voulu avec la loi sur le CO2 que j'ai soutenue, mais le peuple n'en a pas voulu et c'est le peuple qui décide dans une démocratie et on doit respecter cela. Alors est-ce qu'on ira aux Maldives comme on y va aujourd'hui? Honnêtement, je le souhaite. Bon, je suis jamais allé aux Maldives, et je ne projette pas d'y aller, mais c'est pas mon genre de vacances, mais tout le monde s'en fiche de où je vais en vacances. Mais finalement, je ne pense pas que ce soit un progrès humain si des gens doivent renoncer à des choses qui leur plaisent. C'est pas le progrès de l'humanité ne passe pas là. C'est peut-être une conséquence, c'est peut-être quelque chose d'indispensable. Alors, ma foi, on passera par là, mais je ne me réjouis pas je me réjouis pas d'une sobriété imposée. Non. Mais il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que on parle de ces sujets. Alors, vous avez visiblement une vision du monde très différente des plus alarmistes. Mais vous êtes très au fait des challenges du réchauffement climatique et de ce qu'il faut qu'on fasse. Pourtant, quand j'ai vu votre profil SmartVote, vous avez un score protection de l'environnement qui est faible. Comment ça se fait? Vous avez l'air d'être tout à fait soucieux de la protection de l'environnement. Parce que je suis un libéral. Et les organisations qui font ces éco-ratings sont des organisations très à gauche, crypto-marxistes parfois, non, mais c'est On vrai. va revenir là-dessus. Ça m'intéresse de savoir ce que c'est. Mais qui ne voient que tout sous le spectre, sous le prisme de l'intervention publique. Si ce n'est pas l'État qui invente le nouveau moteur électrique, alors si vous n'avez pas voté des subventions gigantesques pour les chauffages, alors vous êtes contre le changement des chaudières à mazout. Et on peut aussi rester libéral tout en proposant d'autres approches. Prenez l'histoire du mazout. J'ai voté contre les subsides au chauffage à mazout. Pas que je trouve qu'on ne doit pas les remplacer. Au contraire, je vis moi-même dans une maison, nous avons une pompe à chaleur, ce qui est normal, et je pense que personne un minimum conscient tant de son porte-monnaie que de la réalité environnementale, aujourd'hui, installe un chauffage à mazout chez lui, sauf s'il habite peut-être à 2500 mètres d'altitude, mais ça concerne peu de monde. Par contre, pourquoi est-ce qu'on doit dépenser de l'argent public pour aller remplacer des installations de chauffage chez les privés? C'est ce qu'on propose aujourd'hui, ou même soutenir cela. J'ai de la peine. Je pense qu'il y a en effet une part de responsabilité individuelle qui entre en ligne de compte. Et je me rappelle que chaque franc dépensé par l'État n'est pas tombé du ciel. Il a été pris dans la poche d'un citoyen. Et il me semble que les citoyens savent mieux ce qu'ils doivent faire du produit de leur travail que des politiciens à Berne qui sont quand même à un moment ou à un autre un peu déconnectés de ce qui se passe dans la réalité. Mais je crois que l'argument des alarmistes, c'est justement que la situation est tellement catastrophique qu'on ne peut pas se reposer sur la liberté individuelle. Si, de votre point de vue, si vous étiez aligné avec peut-être dans 10, 20 ans, je ne sais pas, la situation s'avère catastrophique, est-ce que vous seriez en faveur d'une régulation plus forte, de mesures étatiques plus fortes en faveur justement de ces choses-là? Bon, c'est ce que nous avons connu avec le Covid. Quand vous avez tout à coup une pandémie qui fait que vous pouvez du jour au lendemain avoir des milliers ou des dizaines de milliers de morts, en tout cas la possibilité existe et qu'il y a des grandes parts d'inconnus, oui, vous prenez des mesures urgentes en essayant toujours de les garder les plus raisonnables possibles, en maintenant un maximum de liberté, en vous assurant que ces mesures sont limitées dans le temps. Si les mesures Covid avaient été prises en nous disant elles vont durer 30 ans, je m'y serais opposé. On nous a dit, on l'a fait, elles devaient durer 6 mois, une année et demie, 2 ans. Finalement, elles ont été limitées dans le temps. On les a abolies dès qu'on pouvait. On les a gardées que l'hiver. Je pense que ça a été finalement très raisonnable et ça a permis d'éviter les pires moments de la pandémie, les pires conséquences de la pandémie. Pour le réchauffement climatique, c'est un peu différent. D'abord, je ne suis pas d'accord sur le catastrophisme ambiant. Alors, il y a des conséquences qui sont très ennuyeuses actuellement et
qui le seront dans les années à venir. Les épisodes de sécheresse en été sont très problématiques, mais on n'est pas, à mes yeux, encore dans une situation aussi alarmante qu'on veut le dire. Par exemple, et c'est important de le dire, on a décennie après décennie une réduction du nombre de décès liés aux phénomènes de catastrophes naturelles dans le monde, liés aussi à l'enrichissement de l'humanité, et qui fait qu'on se protège mieux, qu'on construit des maisons plus solides, qu'on est capable de construire des digues au bord de la mer. On sait mieux se protéger aussi contre les conséquences d'un climat plus chaud. Donc, je crois aussi qu'on n'est pas obligé d'aller dans des mesures qui sont toujours plus liberticides, parce que c'est ça l'enjeu. Hein, est-ce qu'on veut réduire la liberté individuelle? Est-ce qu'on veut forcer les gens à adopter certains comportements qui leur déplaient parce qu'ils plairaient à d'autres personnes qui, eux, n'adoptent pas ces comportements mais estiment que ça leur permettrait d'atteindre leur idéal de société? Je pense qu'on ne doit le faire que si on est au pied du mur. Et je ne suis pas d'accord de dire que l'on est au pied du mur. Quand ça fait des décennies, comme c'est le cas dans les pays occidentaux, que l'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, qu'on continue à le faire, qu'on investit des milliards de francs pour, dans ce qu'on appelle les clean tech, que l'on fait des lois pour installer des panneaux solaires, des éoliennes, que l'on prend toutes ces mesures-là, que l'on a un projet aussi à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, eh bien, je ne crois pas que l'on puisse dire simplement que le monde politique reste les bras croisés et attend la fin du monde. Et quand vous disiez que les gens qui créent ces questionnaires sont des crypto-marxistes, donc crypto-marxistes, je le comprends comme vouloir dire des marxistes cachés, oui. Non pas des marxistes qui achètent du bitcoin. Donc vous pensez qu'il y a automatiquement un agenda politique derrière, que c'est pas juste... Moi, je pense sincèrement qu'il y a dans les mouvements les plus radicaux, écologistes les plus radicaux, des gens qui se retrouvaient il y a 40 ans dans les milieux communistes, qui étaient quand même très forts en Europe et ailleurs. Malheureusement pour eux, leur monde s'est effondré, ça a été un échec complet. Il reste quelques pays qui tentent encore cette aventure, mais bon, c'est pas terrible pour les populations concernées. Et l'écologie est un petit peu le moyen de revenir avec ces idéologies de planification, de centralisation à outrance. Alors, on y met un peu de décroissance là-dedans, mais dans le fond, je pense qu'il y a un certain nombre d'écologistes dans le monde qui, si on leur posait un bouton sur la table qui leur permettait d'éliminer les effets du CO2 sur le réchauffement climatique et de permettre la continuation du mode de vie comme on l'a, avec la consommation que l'on connaît, l'utilisation des énergies fossiles, simplement tout cela sans effet sur le CO2, ils n'appuieraient pas sur le bouton, parce que non seulement il faut lutter contre le CO2, mais c'est aussi l'occasion d'avoir une espèce d'agenda moral qui vise à lutter en réalité contre une société de consommation qu'ils abhorrent. En tout cas, ils l'abhorrent pour les autres. Mais du coup, les craintes qu'ils mettent en avant sur les conséquences du réchauffement climatique, vous pensez qu'elles sont pas sincères? Non, je pense qu'elles sont sincères. Je pense pas que ces gens ne sont pas sincères. Je pense pas que les communistes des années 80 n'étaient pas sincères. Ils le sont tout à fait. Par contre, je pense qu'ils ont de la peine à assumer que leur but n'est pas que un but environnemental. D'ailleurs, le refus. Je ne comprends pas, par exemple, comment vous pouvez avoir cette ironie permanente face aux solutions techniques, face au réchauffement climatique. Alors, on peut ne pas y croire, on peut être sceptique, mais ironiser là-dessus, c'est inhumain. Les solutions techniques au réchauffement climatique sont les solutions qui permettent de maintenir le confort, la qualité de vie des humains, tout en... Quelle solution par exemple, quelle solution? Non, par exemple, dans les véhicules, pour les chauffages, enfin, les plus extrémistes, les collapsologues les plus extrémistes, en réalité, refusent le véhicule électrique. Les collapsologues les plus extrémistes refusent le principe même du déplacement. Il faut revenir uniquement au vélo et au déplacement le plus court possible. En fait, il faut une humanité qui revienne à une humanité la plus basique possible. Et c'est, excusez-moi, mais c'est anti-humaniste. C'est une humanité qui est limitée dans sa liberté, qui est limitée dans ses possibilités de développement.
C'est complètement obscurantiste comme vision des choses. Alors Mhm. que si c'est la seule solution, bon, l'histoire le dira, je n'y crois pas, mais partir du précepte que c'est un but en soi et se moquer forcément de toute recherche, de toute ambition de pouvoir maintenir quand même un certain développement technique, intellectuel, économique, qui fait quand même le bonheur, le progrès de l'humanité, la richesse des nations. C'est une approche qui est, à mon avis, misanthrope. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'ingratitude à l'égard du capitalisme, simplement, ou juste une connotation euh, trop négative, en fait, qui est propagée dans je sais pas, dans le message politique ou dans les médias? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, selon vous, qui fait que automatiquement, on va être critique, on va attribuer les problèmes environnementaux et d'autres problèmes, peut-être culturels ou autres, au capitalisme? Oui, alors le capitalisme n'a pas bonne presse. Hmm. Je dois vous dire que je ne saurais pas vraiment vous définir le capitalisme. C'est. Mais essayez peut-être. Non, c'est c'est un système économique qui est fondé sur sur le capital, comme son nom l'indique, mais c'est pas. J'ai de la peine à le définir pour moi. Je me permets de le définir par opposition au communisme. C'est plutôt comme ça qu'on l'a défini. Mhm. C'est une économie qui est une économie de marché, contrairement à une économie planifiée. Le capitalisme, comme on le connaît aujourd'hui, c'est aussi le système de la mondialisation des échanges commerciaux, du libre-échange. Je suis surtout un libéral dans ma vision du monde, mais c'est tous des principes qui portent en fait le fardeau des péchés que vous avez cités. Et je pense en effet qu'on veut faire porter à ce système économique tous les problèmes que l'on connaît. Alors en partie c'est vrai, en partie je pense que oui, les progrès, parce que ce système économique a apporté des progrès extraordinaires dont on a parlé tout à l'heure. Il est vrai que ce système a apporté des progrès énormément de progrès. En parallèle, eh bien, vous avez aussi des défauts qui se sont créés, des problèmes qui se sont créés. On a eu le trou dans la couche d'ozone à une époque, on a résorbé. On a eu des problèmes d'inégalité de distribution des richesses, mais qui se sont aussi résorbés grâce au système lui-même et qui ne sont pas complètement résorbés. Il y a des régions dans le monde où c'est l'inverse, elles se renforcent. Mais de manière générale, si vous observez l'état de l'humanité, vous constaterez qu'il s'améliore décennie après décennie dans quasiment tous les domaines, dans tous les pays qui sont fondés sur la liberté individuelle, sur la démocratie, sur le libre-échange. Et ce sont des grands principes qui, en fait, améliorent le sort de l'humanité. Et si on sort de ces principes-là, comme le souhaiteraient les collapsologues, eh bien, d'une part, je ne suis pas certain que vous améliorerez notre rapport à l'environnement. Hein. Les modèles qui sont sortis de ces principes-là, en tout cas, n'ont pas apporté des réponses très satisfaisantes du point de vue environnemental, mais surtout, vous allez détruire les progrès humains que nous avons faits. Mais alors, pourquoi est-ce que le capitalisme a mauvaise presse, comme vous le disiez? J'en sais rien. C'est un peu... C'est une critique facile que l'on retrouve déjà dans les écoles primaires et qui se perpétue. Dans les écoles primaires? Non, enfin, le capitalisme est un petit peu c'est le système. On est facilement révolté contre un système. On lui voit très volontiers, on lui fait porter volontiers tous ses problèmes, et on est toujours plus focalisé sur les problèmes d'un système économique que sur ses avantages. Je pense par contre qu'on a un problème d'éducation à l'économie. C'est quelque chose que l'on ne sait, que l'on ne connaît plus en Europe, en tout cas en Suisse. Je regrette que la formation des prix, par exemple, comment fonctionne l'offre et la demande, comment ne soit quelque chose qui est de moins en moins enseigné, qui est de moins en moins compris, et qui est pourtant très utile pour aussi comprendre ce qui se passe, pour comprendre, surtout dans un pays dans lequel on vote plusieurs fois par année, où on doit prendre des décisions importantes.
je suis surpris quand on parle du système de santé en Suisse, à quel point, quand je discute avec des collègues ou même des citoyens dans la rue, on n'arrive pas à saisir qu'il y a une multitude de partenaires dans le système de santé et qui peuvent avoir chacun leur objectif personnel, et qu'on aboutit ainsi à des prix qui évoluent pas forcément vers le bas et malheureusement pour le consommateur. Et on devrait avoir une meilleure éducation à l'économie pour peut-être mieux appréhender les relations sociales en général. Vous avez parlé tout à l'heure de mondialisation, de globalisation. Est-ce que ça aussi, c'est des termes qui ont une très mauvaise connotation aujourd'hui dans le discours dans le discours général, j'ai envie de dire. Et on sait qu'aujourd'hui, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais peut-être le bénéfice de ça, c'est qu'on paye tout un peu moins cher. Est-ce que vous pensez qu'on est mal habitué à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait lieu tout de même, peut-être pour aller faire un pas vers les détracteurs du capitalisme, de dire est-ce qu'on ne peut pas peut-être rapatrier certaines industries, avec comme corollaire d'augmenter les prix à la consommation de certains produits technologiques notamment, mais je pense alimentaires aussi. Mais le but de la mondialisation, c'est pas de payer tout un peu moins cher. Vous savez, on est un pays qui gagne 1 franc sur 2 à l'export. 1 franc sur 2 des dépenses publiques est là grâce à nos relations internationales, grâce aux relations économiques internationales. Quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez à l'école, quand vous allez au restaurant, en fait, tout ce que vous faites en Suisse chaque jour, pour 1 franc dépensé, il y a 50 centimes de richesse qui a été produit, quel que soit votre métier. 50 centimes de richesse qui a été produit grâce à nos relations internationales, grâce à ce que nous avons exporté en Europe, aux États-Unis, en Asie, n'importe où dans le monde. Cette mondialisation, elle nous enrichit. Mais elle ne nous enrichit pas que nous. Elle enrichit l'ensemble de la planète. Les pays qui étaient autrefois largement sous-développés. Je prends par exemple la Chine, qui est l'archétype de la mondialisation. Et Dieu sait si la Chine est un échec d'un point de vue démocratique et d'un point de vue des droits humains. Mais d'un point de vue économique, au moins sur ce plan-là, il y a eu des progrès intéressants, sachant que dans les années 80, la Chine connaissait des famines hors du commun. Aujourd'hui, la Chine a un problème de gestion de son parc automobile. Alors, on me dira, oui, du point de vue du climat, c'est une catastrophe. Mais du point de vue humain, je préfère avoir un problème à gérer des voitures qu'à gérer des gens affamés. Et ce progrès-là, il est dû grâce à la mondialisation. Quand on dit aujourd'hui, il faut rapatrier de l'industrie, alors il faudrait évidemment pas dépendre uniquement de la Chine. La chaîne d'approvisionnement qui ne dépend que d'un pays, en sachant ce que ça implique en plus d'un pays au gouvernement, alors stable, mais peut-être un peu trop stable, justement. Mais on est conscient de ce que ça implique en termes de sécurité, d'approvisionnement. Je pense que les crises de ces dernières années vont pousser à une redistribution des cartes. Mais si on voulait rapatrier de force les délocalisations qui ont eu lieu, la globalisation, vous aurez plusieurs phénomènes. D'abord, il vous faut imposer ça à des entreprises qui l'ont fait parce qu'elles ne l'ont pas fait. Elles l'ont pas fait de manière arbitraire, elles l'ont fait parce qu'il y avait un intérêt économique à le faire, parce que vous pouvez produire de manière plus sensée à un endroit plutôt qu'à un autre, concentrer vos richesses à un endroit plutôt qu'à un autre, avoir plus de moyens pour développer d'autres produits, ça enrichit l'ensemble du système. Et on l'a vu, forcer une entreprise à continuer à produire au double ou au triple de ce qu'elle pourrait produire moins cher ailleurs, vous cassez la faculté d'innover de cette entreprise-là. Je pense que ce qui a fait la force de la Suisse, c'est que plutôt qu'empêcher les entreprises de délocaliser quand elles devaient le faire, on a soutenu les entreprises qui avaient un intérêt à développer des centres de recherche en Suisse, à développer des nouvelles industries chez nous. Dans d'autres pays, quand une entreprise de pneus voulait quitter la France, je me souviens, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez des grèves, une prise en otage du patron du site local de l'entreprise, et finalement, l'entreprise a complètement fermé ses portes du pays et on est parti. On ne pouvait pas forcer les choses. À un moment donné, ce sont des tissus de contrats entre l'employeur et les employés, entre le client et les fournisseurs. Et ces tissus de contrats-là, ils sont toujours faits sous l'angle du contrat le plus bénéfique pour toutes les parties. Et je pense que l'intervention publique là-dedans ne peut que déréguler ce que le marché fait correctement.
C'est le premier problème. Le deuxième problème, si vous faites cela, alors peut-être qu'à court terme, si vous ramenez une usine de boulons dans la région lausannoise, vous allez créer quelques postes de travail. On y viendra encore parce que ça pose d'autres problèmes, mais très bien. Mais là où vous l'aurez prise, cette usine, eh bien, vous allez créer aussi de la pauvreté. Et ces dernières années, le mouvement le plus fort pour lutter contre la pauvreté dans le monde, c'est la globalisation. C'est le fait qu'on a pu, dans des pays où il n'y avait rien, où le secteur primaire était le secteur essentiel, on a industrialisé, ces pays ont été industrialisés grâce à la globalisation. Revenir en arrière, c'est vouer des populations entières à un retour à la pauvreté. Déjà qu'elles ne sont pas forcément très riches aujourd'hui, d'un point de vue humain, c'est impensable. Et le dernier point, je crois qu'il faut l'avoir en tête, on est dans une situation sociale aujourd'hui et de marché du travail qui n'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre il y a 10 ans. Il y a une dizaine d'années, on commençait à parler de cette initiative sur le revenu universel, et j'ai trouvé ce débat assez intéressant, parce qu'on nous expliquait qu'en raison de l'automatisation, de la robotisation, nous allions tous nous trouver à peu près sans travail, ou alors avec des travails de quelques heures par semaine et c'est tout, et qu'il fallait introduire un revenu universel pour compenser ça. On est aujourd'hui en 2023 et on se rend compte qu'on va avoir des problèmes de main-d'œuvre dans tous les secteurs. C'est valable, évidemment, dans le domaine de la construction. On entend les gens qui collent leurs mains sur les routes. J'ai entendu qu'ils trouvaient 800 000 personnes de plus dans la construction. Vous imaginez, c'est presque un quart de la population active. Dans l'enseignement, dans l'informatique, dans les hôpitaux. Enfin, la liste est quasiment sans fin. Et je ne vous parle pas des domaines des services, dans la restauration, dans l'hôtellerie. Donc, en fait, d'abord, l'automatisation, on en a absolument besoin parce que sinon, on ne pourrait pas faire la base des services ne pourrait pas être assurée. Mais d'autre part, on n'a pas vraiment un besoin de relocaliser. Dans les prochaines années, on va être très heureux de pouvoir bénéficier de marchés ouverts pour répondre à tous ces besoins. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à aller... Si demain la Chine envahit Taïwan, il risque d'y avoir des problèmes sur notre chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là ? Alors ça, vous avez entièrement raison. Le modèle libéral, capitaliste, de libre-échange ne fonctionne bien. En fait, il gère bien les pénuries. C'est un modèle parce que le mécanisme des prix gère bien cela. Il peut bien gérer les crises. Je pense qu'il est bien fait pour gérer un problème environnemental, à condition d'avoir certaines réglementations étatiques. Je pense qu'il faut en faire. Par exemple, pour lutter contre la surpêche, je pense qu'il faut avoir des systèmes de quotas qui soient bien pensés pour que la mer ne soit pas, par exemple, simplement un endroit où vous allez puiser sans limite, parce que ça revient à dire que ça appartient à personne et puis que vous pouvez la vider. Par contre, c'est un modèle qui fonctionne très mal lorsque vous remplacez des rapports contractuels par des rapports de force. Et c'est ce qu'on voit avec l'Ukraine. Notre système est en panne aujourd'hui, notre système marche mal, parce que là où vous aviez des échanges pacifiques, vous avez aujourd'hui des tanks. Le Covid, c'était aussi un peu ça. Les États ont fermé leurs frontières, se sont repliés sur eux-mêmes. On a même eu des cas où on attendait des livraisons de matériel médicaux de matériel médicaux en Suisse qui ont été séquestrés à la frontière par des voisins. Alors finalement, ça s'est plus ou moins réglé, mais il y avait quand même un climat assez délétère et le système fonctionne très mal à ce moment-là. D'ailleurs, c'était Frédéric Bastiat, un député français du 19e siècle libéral, qui disait il disait que il faut que les marchandises traversent les frontières, sinon ce seront les soldats. Et je crois que c'est assez juste. On a besoin d'un monde ouvert économiquement, avec des échanges que les gens puissent voyager, que les marchandises puissent voyager, que les capitaux puissent voyager. Et je préfère ça à un monde en guerre. Malheureusement, quand vous êtes face à des États comme la Chine, qui sont tous sauf des États libéraux, ou la Russie, évidemment, ce sont pas des États qui partagent, en tout cas ma vision, la vision du monde qu'ont les libéraux en Europe. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on nous répétait l'argument qui venait de Reagan, je pense, qui était de dire que la Chine était une dictature, mais que
ce qu'il fallait pour développer une démocratie, c'était une classe moyenne, et qu'au moment où la Chine s'enrichira suffisamment pour avoir une classe moyenne, automatiquement, ça deviendra une démocratie. Et spoiler alert, ça ne s'est pas passé comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les conditions pour devenir une démocratie? Peut-être on s'éloigne peut-être un peu du sujet, mais Non, mais c'est une bonne question, mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Pour moi, les conditions, la condition de base pour une démocratie, c'est que la majorité soit appelée à trancher. C'est quand même alors, c'est vrai que c'est un peu bateau, mais il faut de temps en temps le rappeler que le b.a.-ba de la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, comme le dit le mot au sens étymologique. Et justement, c'est que c'est pas une petite caste, une petite minorité qui décide contre l'opinion de la majorité, et que régulièrement vous ayez le pouvoir politique qui soit remis en question dans un processus, disons, pacifique. Alors, vous avez des démocraties qui fonctionnent de manière différente. On peut en parler des heures de la démocratie. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la démocratie suisse est une démocratie plus parfaite que les autres. On a notre démocratie, je l'aime beaucoup, elle me convient tout à fait. Mais quand je discute avec un Français ou un Allemand, je n'ai pas tendance à leur dire que nous avons compris la démocratie, contrairement à eux. Par contre, en effet, la Chine n'est pas une démocratie. Et je pense qu'il faut davantage, en tout cas, c'est l'expérience qui le montre, il faut davantage qu'un enrichissement pour qu'un pays se tourne vers la démocratie, ce qui est plus préoccupant. Parce que, évidemment, la Chine, c'est préoccupant. Ce qui est plus préoccupant, c'est qu'au cours des 10 dernières années, alors que depuis des décennies, la démocratie gagnait du terrain dans le monde entier, ces dernières années, c'est plutôt l'inverse. On voit que les démocraties s'affaiblissent. Et en réalité, tout ce qui faisait la force de ce modèle libéral, le libre-échange, etc., est en train de s'affaiblir. La démocratie libérale perd du terrain. Et ce n'est pas pour le bien de l'humanité. On le voit. On a beaucoup d'indicateurs qui sont plutôt en berne. Moi, ça me préoccupe beaucoup. Mais comment vous expliquez ce phénomène? Vous savez à quoi c'est dû, cette perte de vitesse de la démocratie dans les pays développés? Non, c'est pas que dans les pays développés, à ma connaissance. Je pense pas qu'il y ait un phénomène. J'imagine que chaque cas peut être particulier. Mais j'imagine qu'on a peut-être une défiance par rapport à un système qui a fait ses preuves. Mais on aimerait que ça aille plus vite. On s'imagine qu'il y a d'autres systèmes meilleurs. Vous savez, on a fait le choix de modèles économiques, de modèles de société au XXe siècle, au début du XXe siècle, qui étaient probablement pas les meilleurs choix. La République de Weimar n'était pas extraordinaire, et puis elle a été remplacée par le pire des régimes, mais qui n'était pas mieux, à mon avis, de la vie générale, je pense. J'imagine que le régime des tsars ne faisait rêver pas grand monde, mais je ne suis pas convaincu que l'URSS de Staline était tellement plus alléchante. Et j'espère simplement qu'on n'est pas dans un tournant historique où on va remplacer le modèle de multilatéralisme fondé sur des organisations internationales qui ont leurs défauts, évidemment. Je vois sourire les gens quand on parle de COP, quand on parle de l'ONU, quand on parle de l'OMC. Ils ont leurs défauts, mais ils ont quand même un certain nombre de qualités. Et moi, je préfère ce modèle-là à des modèles beaucoup plus autoritaires que certains appellent de leur vœu, qu'on a entendu notamment pendant la crise du Covid. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de... Comme vous disiez, les sourires par rapport au COP, à l'ONU, il y a un peu un certain cynisme par rapport au système. Est-ce que c'est nouveau ? Et est-ce qu'on peut lutter contre ça? Oui, on peut lutter. Je pense que le cynisme est un poison, est un véritable poison pour la démocratie. Parce qu'il sous-entend que si vous n'êtes pas dans un modèle parfait, alors le modèle doit être détruit. Et oui, on est dans un monde où on peut trouver de l'hypocrisie, on peut trouver des choses qui ne fonctionnent pas à merveille. C'est vrai. Et alors? Il faut vivre avec, et il faut essayer de l'améliorer. Et puis, on ne le rendra jamais parfait. Mais de là à vouloir renverser la table et proposer la pire des solutions, et j'inclus dans la pire des solutions le modèle de décroissance, non, je ne rentre pas en matière.
On s'était parlé avant le podcast, il y a une ou 2 semaines, et on avait mentionné la question du vivre ensemble. On disait qu'elle était présente un peu en filigrane dans ce qu'on avait fait à travers le podcast. Je pense que c'est une question qui est un petit peu qui est omniprésente dans le travail d'un politique. En tout cas, je pense que vous jouez un rôle actif là-dedans. Pour vous, est-ce que les libéraux ont une tâche, une mission à ce niveau-là de sensibiliser le public finalement au bienfait de ce système et aussi à convaincre peut-être ses détracteurs, même s'il y en aura toujours. Euh, Est-ce qu'assez d'efforts sont faits? Peut-être on n'est pas assez, on est peut-être pas assez pédagogue. Mais bon, le libéralisme en Suisse se porte assez bien. La plupart des partis politiques, d'ailleurs, se revendiquent d'un certain libéralisme. C'est le cas de quasiment tous les partis bourgeois. Alors nous, on est un parti on est les originaux. En tout cas, on s'en vante, puisqu'on a le terme libéral dans nos noms depuis un certain temps déjà. Vous avez un autre parti écologiste qui l'a aussi, mais même les partis du centre ou l'UDC disent être des libéraux, en tout cas, sous certains aspects. Disons que c'est des fois un libéralisme un peu sélectif, mais peu importe, je pense qu'on n'est pas là pour se donner des points. Je suis comme content de voir que les partis politiques en Suisse, même des fois à gauche, même des fois les socialistes, admettent qu'il y a une économie de marché et puis que tout n'est pas acheté dans le système. Enfin, on veut pas un contrôle des prix sur tout. On accepte que la liberté d'entreprendre doit quand même se maintenir. Il n'y a pas toujours une surenchère comme dans d'autres pays à augmenter les impôts. C'est quand même encourageant. Ça m'inquiète plus de voir d'autres pays, par exemple nos voisins, où le terme libéral est quasiment devenu une injure. Et j'ai de la peine à comprendre ce qu'ils ont à y gagner, ce d'autant plus que peut-être les plus grands penseurs du libéralisme viennent de là. On parle de la France, là. Ouais, on parle de la France. On y trouve quand même c'est quand même le pays des Lumières, et les libéraux ils viennent. Si vous prenez Tocqueville ou Bastia, pour parler que d'eux, ou Benjamin Constant, enfin, c'est quand même des penseurs qui ont apporté à la réflexion libérale énormément. Et aujourd'hui, la France leur tourne le dos en prenant un modèle un peu populiste, un peu socialiste, un peu incompréhensible à mes yeux. Et j'aime bien ce côté libéral responsable qu'on a en Suisse, mais qui est peut-être plus marqué en Suisse allemande qu'en Suisse romande aujourd'hui. Et bon, on a beaucoup parlé du coup d'écologie et autres, mais autrement, sur les autres grands sujets, c'est quoi votre programme? Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire différemment en Suisse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Oh, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire mieux. Bon, on doit agir sur la question des assurances sociales. On a des grands enjeux dans le domaine des assurances sociales pour les prochaines années. On a un enjeu qu'on a dans toute l'Europe sur les retraites. On a fait la réforme AVS 21 qui était indispensable, mais qui n'est qu'un prémisse par rapport à tout ce que l'on doit faire dans le domaine des retraites, parce qu'on a un immense problème de vieillissement de la population qui a des effets d'ailleurs sur la question de la pénurie de main-d'œuvre, parce que la génération du baby-boom arrive à la retraite et ça fait plus de personnes à la retraite, beaucoup moins de personnes sur le marché du travail. Et là, il va falloir qu'on trouve des solutions pour pouvoir continuer à assurer le financement des retraites. On estime qu'à l'horizon 2050, l'AVS aura une dette de l'ordre de 100 milliards de francs. Dans le deuxième pilier, on a aussi des enjeux qui sont un petit peu différents. On a les paramètres que j'aime appeler sociétaux du deuxième pilier, l'âge d'entrée, les montants de coordination, les taux de cotisation. C'est tous ces éléments qui font que selon que vous avez des petits revenus, vous cotisez, vous ne cotisez pas. Et je pense que là, il y a des facteurs très importants qui font que les petits revenus peuvent accéder à un deuxième pilier. Et ce deuxième pilier, à mon avis, doit pouvoir donner un meilleur accès à la propriété privée. J'allais venir à ça. C'est un deuxième aspect. Je pense qu'en Suisse, on pourrait améliorer notre accès à la propriété privée. On a aujourd'hui un taux de propriétaires qui est parmi les plus bas d'Europe. Alors, en général, en Europe, c'est intéressant. Plus un pays a un produit intérieur brut par habitant bas, plus son taux de propriétaires est élevé. Je crois que c'est la Roumanie qui a le taux de propriétaires le plus élevé. Bon, alors
Alors, est-ce que c'est un bien? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que le fait de pouvoir accéder à la propriété privée est quand même un plus pour une famille, en particulier jeune. C'est un investissement pour l'avenir, en particulier pour ces vieux jours. Et je pense qu'on devrait avoir des mécanismes qui permettent plus facilement d'y accéder, notamment en utilisant l'épargne du deuxième pilier, ce qui a été restreint. Je trouve ça assez injuste par rapport aux jeunes générations il y a une dizaine d'années par la FINMA. Avant, les gens avaient la possibilité d'utiliser leur deuxième pilier intégralement. Maintenant, ça a été considérablement restreint. Bon, ça c'est pour la partie plutôt assurance sociale. Ensuite, on a un problème d'infrastructure en Suisse, à long terme, même à moyen terme. On sait qu'on a une immigration relativement importante qui est assez nécessaire, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on a une immigration qui est liée aux conflits mondiaux. Ça, elle est d'une certaine manière permanente. Elle varie d'une année à l'autre en fonction de ce qui se passe. Hein. Quand il y a eu les guerres dans les Balkans, elle était beaucoup plus forte. Elle était très forte en 2015. Je représente cette vague de migration. D'accord. J'en représente une aussi, enfin, par extension. Bon, bah voilà. Et puis, on a eu en 2015 une autre vague. Et puis, mais ça disons que c'est moins lié aux besoins de la Suisse. La Suisse, là, joue son rôle comme elle doit le faire par rapport à la question de l'accueil des réfugiés. Mais si on prend du point de vue des besoins économiques du pays, on sait qu'on va continuer à avoir une certaine immigration en Suisse. Et puis, on parle d'une Suisse à 9 millions ou à 10 millions d'habitants. En soi, dans l'absolu, un pays de la taille de la Suisse peut accueillir 9 ou 10 millions d'habitants. On a ça dans des villes d'une taille beaucoup plus petite que la Suisse en termes de territoire. Par contre, on voit que nos infrastructures ne suivent pas. Il vous suffit de prendre le train entre Lausanne et Genève ou entre Berne et Zurich, aller voir certains hôpitaux. Enfin, les urgences sont parfois surchargées. On a un problème d'infrastructure en Suisse et ça, on va devoir y apporter vraiment des réponses si on veut pouvoir suivre. On peut pas s'en passer parce que on a besoin de personnel supplémentaire, enfin, on a besoin de main-d'œuvre dans énormément de secteurs. Donc l'immigration va continuer à venir, qu'on le veuille ou non, et à un moment donné, ça va coincer. Et il y a deux options, soit on va au clash, comme ça se fait par exemple, semble-t-il, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais d'après ce que j'entends au Japon, où il y a un refus de la migration alors qu'il y a un vieillissement de la population très fort, ce qui crée des graves problèmes, notamment économiques et un risque d'effondrement. Je crois qu'ils vendent plus de couches pour personnes âgées que pour enfants. Non, Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'ai entendu dernièrement. Ouais, alors après, je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà. Ou alors on arrive à faire en sorte que cette croissance démographique soit accompagnée par un développement suffisant des infrastructures. Et puis alors ça peut se faire de manière harmonieuse, sans impact, disons, notable pour la population. Et on a les moyens, on a le territoire, on a tout pour le faire. Alors, on le fait. Hein. On a une loi sur l'aménagement du territoire qui me déplaît sous de nombreux aspects, mais qui au moins met la densification du patrimoine au centre du patrimoine bâti au centre du projet, ce qui est intelligent. On investit quand même passablement d'argent dans le développement des infrastructures ferroviaires. Je pense qu'on devrait sortir du dogme sur la question routière. On a les mêmes autoroutes que dans les années 60. Il me semble quand même si on ne veut pas une explosion du parc automobile, on peut quand même imaginer que par endroit, ça mériterait une petite amélioration. C'est ça qui vous déplaît dans la loi de l'aménagement du territoire? C'est les limitations sur les routes? Non, c'est pas là-dedans. Non, le problème qu'on a dans l'aménagement du territoire, c'est le dézonage forcé dans certaines régions. Bon, là, on sort vraiment des sujets qui ont été abordés, mais on a un fédéralisme en Suisse qui est quand même au centre du bon fonctionnement de notre système. Et les cantons sont responsables avant tout de l'aménagement de leur territoire, selon la Constitution. Et c'est vrai qu'on n'aménage pas, alors mon canton, le canton du Valais, ou le canton de Berne, du moins sa partie rurale, comme on aménage Lausanne, Genève ou Zurich. Et on a une loi sur l'aménagement du territoire qui refuse, par exemple, ce qu'on appelle la thésaurisation du sol, mais le fait que vous puissiez être propriétaire d'une parcelle de terrain que vous ne bâtissez pas et que vous gardez pour vos enfants, par exemple. Et la loi sur l'aménagement du territoire combat ça et demande que si vous n'avez pas bâti dans les 15 ans votre parcelle, vous la dézoniez. Et puis, si elle n'est pas utile dans les 15 prochaines années, on la dézone. Donc, on appauvrit en fait les gens qui ont peut-être investi dans le terrain, ce qui n'est pas un investissement idiot. Hein. Moi, je pense que c'est
probablement un investissement qui est plutôt un investissement pérenne, durable, de long terme pour quelqu'un de dire bah, j'achète le terrain à côté de chez moi pour peut-être qui servira peut-être à mes enfants ou à mes petits-enfants, plutôt que l'investir, plutôt que le dépenser en vacances ou pour partir aux Maldives, comme vous preniez l'exemple tout à l'heure. Et on a de nouveau cette approche morale de l'utilisation du patrimoine de chacun qui me déplaît fortement. Mais bon, c'est une autre question. Le débat a eu lieu. Le peuple a accepté cette loi sur l'aménagement du territoire. Elle a des effets catastrophiques pour les gens qui sont concernés. J'en ai vu des gens qui sont du jour au lendemain spoliés de leur patrimoine sans compensation. Et, Lorsque le patrimoine est dézoné? Quand vous êtes propriétaire de 10 000 m² de terrain dans lequel votre famille avait mis ses moyens, et puis du jour au lendemain, un terrain qui valait 200 francs le mètre vaut 1 franc le mètre. Qu'est-ce qui aurait empêché ces personnes de vendre leur terrain à quelqu'un qui aurait pu l'exploiter, qui aurait pu construire, si la règle c'est que ça te dézone après un certain temps? Non, mais la personne qui l'aurait acheté, d'abord, aurait aussi été dézonée parce que c'est un terrain qui est considéré comme surdimensionné, si vous voulez. D'accord. Et puis on dit, bon, bah, cette commune-là, je sais pas, à 5000 habitants, elle aurait droit de se développer jusqu'à 6000 dans un horizon de 15 ans. Donc si vous avez du terrain qui vous permet d'arriver jusqu'à 7000, on dézone. J'ai sincèrement de la peine à comprendre exactement l'objectif. Mais ça aurait été quoi une solution possible pour justement soutenir ces besoins démographiques de croissance d'une localité en utilisant le terrain alentour? Est-ce que ce serait par exemple une entente sur le prix de revente du terrain entre le propriétaire privé et la collectivité? Comment ça pourrait se passer dans les faits s'il y a un vrai besoin démographique? Non, mais si vous avez un besoin démographique, d'abord, je ne pense pas qu'il faille supprimer du terrain à bâtir. C'est la première chose. Ensuite, vous pouvez avoir des règles de densification. Ça, c'est peut-être plus utile, c'est-à-dire, mais c'est du point de vue communal que ça doit se développer. Mais c'est ce qui se fait. D'ailleurs, vous avez des plans de zone qui prévoient toujours des indices d'utilisation du sol plus élevés, où vous devez à tel endroit. Et puis, vous avez des indices minimaux qui se mettent en place. Vous devez bâtir, pour bâtir, vous devez au moins avoir tant de mètres carrés bâti par mètre carré de terrain. Donc, tout ça existe et ça se met en place. C'est pas indispensable, à mon avis, d'exproprier les gens sans indemnité pour y parvenir. Philippe, j'ai peut-être une dernière question. Donc, on l'a compris, vous n'êtes pas particulièrement inquiet par la perspective d'effondrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous dites, là, il faut qu'on fasse attention, sinon les situations pourraient mal tourner, en Suisse en particulier? Bon, qu'on soit clair, je pense qu'il y a des choses très inquiétantes dans le réchauffement climatique. Je ne regarde pas en souriant les vagues de chaleur en été. Oui, je trouve que c'est inquiétant. Je ne suis pas un éco-anxieux, comme j'ai entendu à la radio. Je pense qu'il faut faire attention entre être inquiet, prendre les mesures qui sont possibles, faire une pesée d'intérêt aussi entre ce que coûte une mesure et ce qu'elle rapporte, parce que je ne parle pas en termes économiques, mais si vous prenez une mesure qui a des conséquences plus négatives que le mal contre lequel vous essayez de lutter, alors il ne faut pas la prendre. Et cette pesée d'intérêt, malheureusement, les collapsologues ne la font jamais, considérant que le mal est tellement grand, c'est un peu religieux, que forcément il faut la prendre. Donc c'est la première chose. Ensuite, oui, je suis inquiet. Alors sur les questions de réchauffement climatique, c'est une préoccupation. Je suis très inquiet sur les questions de notre système de santé. Parce qu'à mon avis, avant une bonne vingtaine d'années, on ne va pas avoir de baisse de coût de la santé. Ça arrivera à un moment donné, parce que l'augmentation des coûts de la santé est pour une grande partie liée au vieillissement de la population. Et ça, c'est lié, on l'a dit, aux générations du baby-boom. Il y avait des qui étaient très fournis, qui arrivent à la retraite. Et puis ces générations, par la force de la vie, un jour vont disparaître. Et la courbe démographique va un tout petit peu s'aplatir. Et puis ça permettra de limiter l'augmentation, peut-être même de réduire les coûts de la santé. Mais ça, c'est dans un horizon temporel assez éloigné. Mais il y a d'autres facteurs qui expliquent l'augmentation des coûts de la santé, notamment les améliorations des techniques médicales auxquelles tout le monde aspire.
Aujourd'hui, on ne soigne plus un cancer de la prostate comme on le faisait il y a 20 ans. C'est quand même des améliorations extraordinaires pour les gens et on doit les avoir. Mais ça a un impact très fort sur les revenus des ménages, enfin sur les revenus disponibles des ménages. Et je pense que là, on doit agir. On agit énormément, hein. Je crois qu'on a fait 5 ou 6 paquets de mesures en l'espace de 2 ans au Parlement. Ça a un impact qui se sent peu parce qu'on a quand même des augmentations de primes. Mais j'aimerais savoir ce que ça aurait donné sans ces paquets de mesures. Ça aurait été probablement encore plus violent. Et là, on a une préoccupation. Je suis inquiet par rapport aux assurances sociales en général, aux retraites. L'évolution économique me préoccupe. Si on prend la Suisse, c'est quand même c'est inquiétant. Et l'impact que cela peut avoir sur la question de la pauvreté. Dans quel sens l'évolution économique? On a un risque quand même de récession dans les prochains mois. Et puis, ce serait quand même très négatif. Si vous couplez une récession avec l'inflation, ça pourrait être désastreux, avec un impact très fort sur la qualité de vie, sur une augmentation de la pauvreté. Franchement, je ne le souhaite pas. Mais à un moment donné, il faut quand même avoir en tête que c'est quand même extraordinaire de traverser une pandémie mondiale avec la fermeture quasiment complète de l'économie pendant plusieurs mois, couplée ensuite d'une guerre en Europe avec une explosion des prix, des ruptures des chaînes d'approvisionnement dans tous les domaines, et que malgré cela, on arrive encore à maintenir une économie qui croît. Je sais pas, ça me paraît tenir du miracle. Mais je suis pas économiste, c'est simplement le constat que je fais. Super. Merci beaucoup, Philippe. Merci Philippe. Merci à vous.